Joséphine Baker. C'est cette inoubliable mère de famille qui a créé la famille Arc-en-Ciel. Et je demande aux enfants de Joséphine Baker qui sont ici de se lever pour qu'on puisse les applaudir. Et on les retrouvera bien évidemment à partir de samedi au parc des Milandes. Et puis, il y a quelqu'un d'autre que je voudrais vous demander d'applaudir très chaleureusement, parce que cet homme a beaucoup travaillé pendant des années pour faire en sorte que Joséphine Baker entre au Panthéon, ce qui a été fait le 30 novembre 2021. Et je vous demande d'applaudir celui qui a été au fond le maître d'œuvre. Il s'appelle Laurent Kupferman. Alors, comme vous le savez, c'est l'épisode numéro 2, c'est le festival numéro 2 Joséphine Baker, qui aura lieu donc samedi et dimanche dans le parc des Milandes. Et bien sûr, vous aurez à la fois l'occasion de pouvoir voir plusieurs films, mais également de pouvoir dialoguer avec une quarantaine d'auteurs, notamment Marek Alter, et je vais te faire un peu de pub, il n'y a pas de raison. Marek Alter va dédicacer notamment son dernier livre, qui est sorti il y a quelques mois, et qui au fond fait une boucle avec le film que nous venons de voir, qui s'appelle Dans tes yeux, qui est le sous-titre, c'est Un amour de ghetto, où il raconte avec beaucoup d'émotion, avec des mots incroyables, un amour impossible entre une jeune fille et un jeune garçon au ghetto de Varsovie. Et vraiment, je vous encourage à vous procurer ce livre et à vous le faire dédicacer. Donc on vous donne rendez-vous bien évidemment à partir de samedi 10h au parc des Milandes. On est en train de négocier avec Météo France pour qu'il fasse beau. Et donc, on compte sur votre participation. Alors, Marek, on va dialoguer avec le public. Et comme c'est moi qui ai le micro, je vais te poser la première question. La première question, c'est que un hasard de ton histoire et de l'histoire, c'est que tu es né un 27 janvier. Et quelques années plus tard, un 27 janvier, l'armée soviétique a libéré les camps d'Auschwitz et les camps d'Auschwitz-Birkenau. D'ici quelques mois, ce sera le 3 septembre, ce sera le 85e anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce film, qui est très émouvant, qui est très touchant, c'est que quand tu entends cet homme d'affaires allemand, quand tu entends ce Japonais qui a passé 10 ans de sa vie en Israël, au fond, la question qu'il se pose, c'est celui de la transmission. C'est-à-dire, l'homme d'affaires allemand dit j'ai fait quelque chose et j'aimerais que mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, ils soient conscients de tout ça. Alors, la question difficile que je vais te poser, Marek, il n'y a pas de raison, je ne vais pas te faire de cadeau, c'est aujourd'hui, 85 ans, avec tout ce dans quoi nous sommes, et dont tu as parlé tout à l'heure avant la projection de ce film. Entre parenthèses, vous avez vu que la première partie de ce film, et cet été, au mois d'août, vous aurez la possibilité de voir le film en entier sur Arte. Donc, déjà réservez votre soirée ou regardez-le en replay. Alors, la question, Marek, que je voudrais te poser, c'est est-ce qu'à ton avis, la troisième génération, est-ce qu'elle est prête à entendre ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale? Et est-ce qu'elle comprend
que leurs parents ou leurs grands-parents aient pu être des justes. Alors là, juste une petite précision, c'est comme vous le savez, le terme de juste parmi les nations, a été mis en place par le gouvernement israélien en 1952 de façon à récompenser justement des gens qui ont eu un parcours remarquable et qui ont sauvé des juifs. Alors, Marek, ma question, 85 ans plus tard, est-ce que tu aurais refait aujourd'hui ce même film? Bon, ce même film, non, parce que tous ces gens sont morts. C'est comme ça. Comme dit la Bible très joliment, une génération suit l'autre et le monde continue à tourner. Et c'est vrai qu'il y a tous ces gens, vous avez vu une partie, on a voulu vous montrer la seconde, mais ça aurait été trop long. Dans la seconde, vous aurez vu Jean-Paul II, qui a aussi sauvé des Juifs pendant la guerre. Jean-Marie Lustiger, qui était lui catholique, qu'aurait pu devenir le pape et il était sauvé par les catholiques tout en étant catholique. Mais il y a un problème de la mémoire. Ça veut dire comment préserver la mémoire, comment apprendre quelque chose de passé. Très difficile. Il y a beaucoup de philosophes qui sont penchés sur cette question. Même dans la même famille, vous avez certainement des enfants, des petits-enfants. Vous leur dites, fais-moi confiance, moi j'ai vécu ça et ça, c'est pas la peine que tu refasses les mêmes fautes. Et qu'est-ce qu'il pense l'enfant? Ta vie, c'est ta vie, moi la mienne, le monde a changé. Il n'écoute pas. Comment intéresser les gens à un album de photos jaunies par le temps? Difficile. Alors, est-ce que l'histoire se répète? Non, Marx disait avec raison, l'histoire ne se répète pas, elle bégaye. C'est-à-dire que ça rassemble à ce qui s'est passé, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est jamais exactement ça, parce que la technologie change. Moi, j'ai ça dans la poche. Simone Veil, quand on est allé ensemble à Auschwitz, pour montrer à Auschwitz à Chirac, Jacques Chirac, qu'on aimait bien, n'est-ce pas? Et elle disait, si j'avais un portable à l'époque à Auschwitz, j'aurais pu passer les images de ce qui s'est passé ici, et peut-être les gens, personne n'aurait pu dire, je ne savais pas. Mais bon, le monde change, c'est comme ça. Donc, il faut chercher peut-être d'autres moyens pour intéresser les jeunes à l'histoire, à tirer une leçon. Quand vous voyez aujourd'hui, l'antisémitisme revient, la haine des Juifs, même dans les universités américaines, c'est extraordinaire. Je ne parle pas en France. On a parlé tout à l'heure de ces 3 garçons qui violent une fille, une petite fille, parce qu'elle a 12 ans, parce qu'elle est juive. Et est-ce qu'ils auraient fait après avoir vu ces films? J'en sais rien. Peut-être pas, peut-être oui. Ce n'est pas, la mémoire n'est pas un antidote. Sur la mémoire, on peut construire quelque chose. Sur l'histoire, on peut construire quelque chose. C'est pour ça qu'on apprend l'histoire dans les écoles. Alors, il faut réécrire, à mon avis, l'histoire chaque fois, réécrire avec les moyens qui se présentent et qui se renouvellent. Alors là, il y avait un débat encore, toujours avec Simone Veil, que j'aimais beaucoup, mais qui n'était pas une personne commode. Elle était très, très dure. Quand elle n'était pas d'accord, elle s'énervait. Vous allez à Auschwitz, on ne voit rien. C'est un musée aujourd'hui. Ça s'appelle le musée. Vous arrivez en car,
il y a des guides, des jeunes guides avec des petits drapeaux, portugais, espagnols, chinois, coréens. Donc ce sont des guides qui vous guident dans votre langue. Et ils vous disent, ici il y avait ça, ici il y avait ça, mais vous voyez rien. C'est-à-dire, vous apportez avec vous ce que vous savez d'Auschwitz. Alors, moi, j'ai proposé de mettre des sons dans les baraquements. C'est-à-dire, vous passez de chaque maison, c'est-à-dire la baraque 24, c'était les Français. On entend des cris en français, dans d'autres un cri en hollandais, etc. C'est-à-dire pour théâtraliser la mémoire. Alors elle s'était mise en colère, elle dit quoi, tu vas transformer Auschwitz en Disneyland? Elle avait raison et moi j'avais raison aussi. Ce ne sera pas un Disneyland, mais bon, mais personne ne viendra regarder. Les Tutsis, 1 million de Tutsis massacrés en 3 mois, il fallait les faire. Je parle des Arméniens. Il y a un monument à Paris à la mémoire des Arméniens massacrés. Je me souviens que Charles Aznavour, chaque fois, il me téléphone et dit, n'oublie pas, demain, bon, on était combien? 200? Qui se souvient des massacres des Arméniens? C'est très difficile de préserver. Alors, il reste l'amour de l'être humain. Chacun tient à la vie de ses enfants, petits-enfants. Quel monde laissons-nous, comme dit l'allemand, Beitz, quel monde je vais laisser, quel souvenir à mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. Donc c'est un grand débat. Mais curieusement, merci Claude d'avoir programmé ces films, parce que du coup, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, et je me suis dit qu'au fond, il est très actuel. Il est très actuel. On dirait que ces gens veulent nous dire quelque chose. Mais ils n'ont pas des recettes. Quand on demande à la polonaise, personne ne la connaissait avant que je fasse les films en Pologne. Quand elle est morte, c'était un enterrement national. Tout le gouvernement était là, dans la rue. C'était héroïne. On apprend son histoire dans les écoles. Parce que les Polonais sont fiers. Voilà, ils avaient une simple femme catholique, qui a sauvé 2500 enfants. 2 fois plus que Schindler. C'est extraordinaire. C'est un défi que l'histoire nous lance. Nous connaissons l'histoire, comment faire pour qu'elle ne se répète pas. La haine, une fois lâchée, on ne peut pas l'arrêter. Je me suis trompé, par exemple, le 7 octobre. Nous avons vu les images, parce que les gens qui étaient massacrés, violés, etc., avaient des portables. Donc, ils photographiaient. Donc, on a des images. Et je me suis dit que ces images vont horrifier le monde. Or, ces images ont libéré la haine des Juifs. Je me suis trompé. Ça veut dire comme si cette haine, nous sommes généreux. Nous sommes généreux. Je ne vais pas. Tu as des questions posées, donc je m'arrêterai pour que tu poses des questions. Quand vous allez à Amsterdam, on voit Rijksmuseum, là, pour voir Rembrandt, extraordinaire peintre, et on va voir la maison d'Anne Frank, en briques rouges, parce que la plupart des maisons à Amsterdam sont en briques rouges. Et sur la façade, taguée, la dernière phrase d'Anne Frank, une jeune fille qui était dénoncée, brûlée, et la phrase c'est « Je continue à croire que l'homme est profondément bon et généreux ». C'est extraordinaire. Quel message
d'espoir. Alors, on va prendre vos questions. Juste, je voudrais quand même remercier Samuel Roblin qui a mis la salle du Rex à notre disposition. Et le parc. Oui, le parc. Ok, très bien. Excusez-moi. Alors, si bien, on va prendre des questions. Si vous voulez interroger Marek, vous avez la parole. Je vais vous passer le micro. Dans les personnages, j'ai trouvé que il y avait un point commun, le cœur, l'humanité, et le fait que voilà, ces hommes, ces femmes, avec des parcours différents, des histoires de vie différentes, ils luttaient contre la peur. Et je trouvais que c'était... enfin voilà, ça m'a touchée. Et ça m'a... voilà, il y a quelques semaines, j'ai été voir Une vie d'Anthony Hopkins. Et enfin, voilà, je retrouve dans ces personnages, pareil, l'humilité de ces hommes qui se battent pour sauver d'autres hommes, quelles que soient leurs différences. Et puis, une simplicité. Et pour eux, c'était une évidence, en fait. Ils ne se sont pas posés de questions. C'était une évidence. Ils étaient là pour... j'ai trouvé ça beau. Voilà, je trouve ça beau. C'est... Voilà, plein d'espoir. Vous avez prononcé le mot, l'importance de la peur. J'avais un ami, un pape. On chantait ensemble. Il avait une très belle voix. En vérité, il voulait être chanteur. Il est devenu pape. C'est Jean-Paul II. Et il m'a invité pour assister à son discours devant 1 million de jeunes catholiques, place Saint-Pierre. Il est sorti sur le balcon, comme tous les papes, et il a regardé cette foule, il a relancé dans plusieurs langues. N'ayez pas peur. Et au début, je n'ai pas très bien compris son message. Mais il avait raison. La peur, elle libère ce qu'il y a de pire en nous. Vous conduisez une voiture, quelqu'un passe devant, vous freinez, vous ne le touchez pas, mais vous lui avez fait peur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vous insulte, il tape sur votre carrosserie, il casse votre voiture, vous sortez, vous vous excusez, il continue à vous insulter. Pourquoi? Parce que vous l'avez fait peur. C'est extraordinaire. N'ayez pas peur. Quand on n'a pas peur, parfois on est inconscient. Pour combattre la peur. C'est-à-dire quand on aime la vie, alors il y a ceux qui croient. C'est Voltaire, dans les traités de la tolérance, il termine, il dit, bon, tout ça c'est bon pour les gens qui partagent mes idées, mais ceux qui ont la foi, ça, je ne peux pas les changer, ou ils sont d'accord avec moi, ou ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils sont avec Dieu. Ils sont au-delà. Mais en dehors de ceux qui croient, puisqu'il y a des laïcs, et là, il faut combattre la peur. Combattre la peur, puis savoir que l'autre est l'autre. Là aussi, nous nous sommes trompés. On a mal expliqué il y a 2 générations, 3 générations de jeunes. On a dit, nous sommes tous pareils. C'est pas vrai. Nous sommes tous pareils, nous sommes tous des humains. Nous avons tous une vie. On naît, on meurt, voilà, et on veut vivre le plus longtemps possible, le mieux possible. Voilà. Mais chacun est un livre, chacun a une histoire. Ensemble, on compose déjà une bibliothèque. Alors, vous n'allez pas, chacun de vous, écrire un livre, mais vous auriez pu. Donc, c'est ça qui est beau, que cette disparité, un repas républicain, c'est quoi? C'est pas que tout le monde mange la même chose. Chacun apporte son plat.
Il y a les couscous, il y a la pizza, il y a la carpe farcie, il y a le bœuf bourguignon, il y a chacun. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Si on était tous les mêmes, il n'y aurait pas eu de littérature. Je ne pourrais pas écrire. Écrire un livre, ça suffit. Donc, ça aussi, on s'est trompé. On a dit, on est tous pareils. C'est pas vrai. Il faut accepter l'autre différent, sachant qu'en composant ensemble, on devient une société qui bouge, qui avance. Il y a quelqu'un, il y a une dame qui... Oui. Ah bah, pardon. Shalom. Oui. Tout d'abord, merci à vous de nous avoir permis de découvrir ou revoir ce document très important, un socle qui nous permet de partager l'espoir. Justement, vous parliez d'espoir tout à l'heure. Et si vous, en tant qu'auteur, Monsieur Alter, vous aviez le pouvoir d'appuyer sur un petit bouton, de faire revenir vos personnages si importants, surtout à l'heure actuelle, que leur proposeriez-vous? Quelle serait la question que vous leur poseriez à l'heure actuelle, justement, par rapport à l'espoir dont vous parliez tout à l'heure, si justement, pour ces justes, s'ils revenaient aujourd'hui, ce soir, parmi nous, pour partager leurs souvenirs, mais au vu de l'actualité, de ce qui se passe, malheureusement, qui nous touche tous et qui nous frappe dans nos cœurs, dans nos émotions et aussi dans notre espoir. Voilà. Bonne question, c'est-à-dire les questions auxquelles il est difficile de répondre sont toujours de bonnes questions. C'est important d'avoir des témoins. Tout à l'heure, on a parlé avec Arnaud, c'est ça. Il a dit qu'il va d'école à l'école, il raconte. Voilà. Qui est là-haut. Et il a dit une chose juste. Et quand on parle des biens et des mal, ça ne marche pas. Ça veut dire que quand on raconte une histoire, ça marche un peu. Il faut avoir quelqu'un, un témoin, qui dire, voilà, je veux vous raconter ce qui m'est arrivé. Alors, il y a un intérêt ou pas un intérêt. Il dit qu'il y a de moins en moins d'empathie. Il va dans les écoles et chez les jeunes, il y a de moins en moins d'empathie. Mais il peut y avoir un intérêt pour une histoire intéressante. C'est comme le Petit Prince de Saint-Exupéry, dessine-moi un mouton, dessine-moi la liberté, dessine-moi un juif. Ça peut intéresser. Alors, le problème, c'est que c'est vrai que les témoins, on ne peut pas les faire revenir. Même avec le meilleur des boutons. Même Jésus-Christ, il a ressuscité qu'une seule personne. Il y a encore, on n'est pas sûr qu'elle était morte, c'était Lazare. Élie, le prophète Élie, il a essayé aussi, on ne sait pas très bien s'il a réussi ou pas. Bon. Même Dieu, il ne ressuscite pas les hommes. Donc, difficile. Il y a d'autres expériences aujourd'hui, parce que les hommes continuent à vivre, ils ont des expériences à partager. Il y a les expériences à partager et les principes à partager. C'est-à-dire qu'un enfant, il pince, il aime bien pincer. Il aime bien faire parfois mal même à sa maman, son père. Alors on le pince, il commence à crier « Ah, ça fait mal !» Il dit « Alors tu vois, tu as pincé ta maman, ça, tu l'as fait mal. » Un exemple, ils ont réagi tout de suite. Il n'y a pas de réponse absolue. Autrement, il n'y aurait plus eu de guerre. Vous savez combien il y a de guerres à travers le monde aujourd'hui? Combien il y a déjà de morts en Ukraine? Presque 500 000 morts. Au Yémen, presque 1 million. Personne n'en parle. Entre chiites et sunnites. Les uns sont armés par l'Arabie Saoudite, les autres par l'Iran. Le Liban, bientôt, n'existera peut-être plus. Il y a des pays qui risquent de disparaître. Je ne parle pas en Afrique.
Donc, c'est une bataille constante, et peut-être c'est bien comme ça. C'est peut-être bien. Ça veut dire qu'à chaque génération, on recommence pas à zéro, parce qu'on part d'un socle. On a quelque chose qui a existé avant, mais il faut que chacun y ajoute quelque chose. Ça veut dire on n'a jamais résolu le problème jusqu'à la fin du temps. Donc il y a beaucoup de films encore à faire, des livres à écrire. Oui. Alors, des films, mais aussi peut-être des questions. Là, je vais vous passer le micro, madame. Bonsoir, je vous félicite de ce film que j'ai vu il y a des années. Moi, je suis archiviste et je voulais savoir, depuis 2023, vous savez qu'on ouvre plus ou moins les dossiers un peu sensibles en guise de transmission, en guise de socle aussi pour ces enfants qui viennent et ces historiens qui viennent les étudier. Et ce qui m'a touché vraiment dans votre film, c'est ces archives orales que vous laissez et que vous allez laisser, c'est-à-dire pour dans 50 ans, pour dans 100 ans, on regardera toujours le film, alors peut-être pas de la même manière que je l'ai vécu ce soir, mais voilà, moi je voulais savoir la place des archives, vous en pensez quoi? Parce que c'est-à-dire le document écrit, il y a l'archive orale, et il y a le document écrit, le dossier qui va avec. Il y a toujours... l'homme est curieux. C'est une bonne chose. La femme est plus curieuse que l'homme. C'est pour ça que je pense qu'à la fin de ce siècle, dans la plupart des pays, c'est les femmes qui vont diriger les sociétés. Tout a commencé, comme vous savez, d'après la mythologie, mais peu importe. Adam et Ève, un couple, ils ont 2 fils, Abel, Caïn et Abel. On connaît, un fils tue l'autre, un frère tue l'autre. Ça commence mal. Donc, notre histoire a commencé mal. Ça veut dire les premiers gestes étaient fratricides. On tue les frères. Et Dieu qui demande à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? L'autre, il ment. Et ça, c'est une bonne chose, un bon point. Il dit, suis-je les gardiens de mon frère? C'est parce qu'il ne sait pas ce que c'est la mort, puisque c'est la première famille dans l'histoire. Il n'a jamais vu de mort. Mais il sait ce qu'il a fait, c'est pas bien. Et là, il y a un point important qu'on n'a jamais utilisé, exploité. C'est qu'un assassin se cache, pas seulement parce que la police le cherche, pas seulement parce qu'il a peur de finir sa vie en prison, mais parce que, comme dit Victor Hugo, même un assassin a une conscience. Et là, il était dans la tombe et regardait Caïn. Un très beau poème que vous avez tous entendu à l'école. Un regard ou notre conscience, on sait qu'il y a le bien et le mal, et quand on fait quelque chose du mal, on se cache. Un enfant casse quelque chose, il se cache après. Vous avez vu les procès, le procès Eichmann, les procès de Nuremberg, c'était extraordinaire, c'est pas bien. Ça passe souvent à la télévision, sur Arte ou sur la 5. Vous voyez, des assassins, 75 millions de morts. Je ne parle pas des 6 millions de Juifs, 75 millions de morts. Il fallait les faire. Et ils sont là, dans leur costume gris, trop grand pour eux. Et personne n'a le courage de se lever et de dire « je l'ai fait et j'en suis fier ». Ils sont eu de la gueule. Les rois du mal, personne. Et ils savaient qu'ils étaient condamnés. Ils n'avaient pas peur de la mort, puisque Göring, Sudoua,
un soldat américain qui lui apporte de l'arsenic, il se suicide. Qu'est-ce qui les retient de revendiquer le meurtre? Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et tout ça parce que dans le paradis mythique, puisque nous ne connaissons pas le paradis, le vrai paradis, où il est le vrai paradis, hein, et il y avait 2 arbres avec de beaux fruits, et Dieu a interdit à cette première famille de l'histoire de goûter à ces fruits. L'homme accepte, l'homme est soumis. C'est interdit, c'est interdit. La femme, non. La femme est curieuse. Pourquoi est-ce qu'on m'interdit de goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance? Elle veut savoir, elle veut connaître. Et elle arrache les fruits, les fait goûter à son homme. Et c'est pour ça que nous avons des écoles, des universités, aujourd'hui, les centres de recherche. Parce que nous voulons savoir. Pourquoi? Why? C'est encore Jean-Paul II m'a enseigné une chose très jolie. Il m'a dit, si quelqu'un t'agresse, tu t'approches, tu les regardes droit dans les yeux et tu lui demandes pourquoi. Et tu les déséquilibres, tu les désarçonnes. Alors, il peut peut-être ne pas comprendre ta question si tu ne parles pas sa langue et il t'enfonce quand même les couteaux. Oh, tu as risqué. Il y a un très beau livre de Salman Rushdie, Les couteaux. Lui, il a vu ce que c'est. C'est pour ça qu'il faut parler les langues. Très important, les langues. Parler la langue de la personne, hein, à qui vous avez affaire. La langue de votre ennemi, il faut apprendre. J'étais en Russie pendant la guerre, puisqu'on a échappé des ghettos de Varsovie, et Staline, c'était un dictateur, mais pas idiot, il a introduit dans toutes les écoles de Russie l'apprentissage de la langue et de l'histoire allemande. Connais ton ennemi, znai tvoего vraga. Et j'ai appris l'allemand, le peu d'allemand que j'ai baragouine là dans le film, grâce à Staline. C'est important de demander à un nazi, c'est Primo Levi qui raconte dans son film La Trêve. Hein? Il a vu un nazi qui allait tuer un gosse parce qu'il a fait des bêtises, etc. De toute manière, ils sont tous morts. Alors il attrape l'Allemand, il lui demande « Warum ?» pourquoi? Et l'autre, tellement surpris, il lâche le gosse, il dit « Hier ist kein Warum » ici il n'y a pas de pourquoi. C'est vrai qu'il y a des sociétés où il n'y a pas de pourquoi. On peut pas, vous pouvez poser la question jusqu'à demain, les sociétés totalitaires, il n'y a pas de pourquoi. Mais tant que vous pouvez poser la question pourquoi, il faut la poser. Donc il faut connaître les langues et puis laisser parler, comme dit Madame Larson, là, qui pleure. Elle a fait passer 2500 juifs en Suisse. Son père a été déporté à cause de ça. 70 ans plus tard, elle pleure. Et pourquoi elle a fait ça? Parce qu'il est cœur. On a un cœur. On croit en l'homme, hein, les voisins. C'est magnifique. L'homme est vraiment capable de meilleur. Il faut seulement lui donner la possibilité de l'exprimer son meilleur. Pour l'instant, on lui donne la possibilité d'exprimer ce qui le ronge le mal. La banalité du mal, disait Hannah Arendt encore, que je n'étais pas d'accord avec ce titre, mais bon, c'est elle qui a écrit le livre. Rebonjour, cher Marek. C'est donc Hélios, dont vous parliez tout à l'heure. Je ne connaissais pas ce film. Permettez-moi simplement de vous dire qu'il est vraiment magnifique. Avant peut-être de poser une question, permettez-moi simplement de dire ce qui me poursuit maintenant. C'est la faculté de penser de celles et ceux qui ont agi, de penser qu'ils n'en ont pas assez fait. J'ai trouvé ça
et la première, Irena Sendler, qui témoigne. Je trouve ça absolument bouleversant de voir que ce sont ceux qui agissent qui précisément pensent qu'ils n'en font jamais assez. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment tout à fait bouleversant. Ensuite, c'est vrai, et j'espère que vous prendrez ça comme un compliment parce que c'en est un. C'est un film naïf, mais c'est un vrai compliment que je vous fais. Parce que précisément, vous posez la question pourquoi. Et que l'anecdote que vous racontez le fameux Cain Varum de Primo Levi, voilà. Oui, vous posez la question pourquoi. Et on se rend compte d'ailleurs que la réponse est d'une complexité infinie. Quand vous posez la question pourquoi aux gens, ils ne savent pas trop. Enfin, comme on ne répond pas à une évidence, comme un fruit qui tombe de l'arbre ne se pose pas la question de la chute. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. Et j'ai trouvé ça vraiment tout à fait remarquable. Je voudrais revenir, parce que ça me semble très très important, puisque finalement on est là peut-être un peu pour ça, de savoir, puisque les gens se posent la question, et vous mentionnez très gentiment l'échange qu'on a eu tout à l'heure à propos de ce que je fais dans les écoles, et vous parliez tout à l'heure du passé. Je crois que si on considère le passé précisément comme du passé, il devient inintelligible. Nous avons toutes et tous, dans un grand espoir, gonflé des grands mots comme des ballons à l'hélium. La lutte contre l'antisémitisme, etc. Il fallait le faire. Et aujourd'hui, on voit ces ballons complètement dégonflés au sol, avec de grands mots qui deviennent inopérants. Et ils sont inopérants parce que, et c'est ça que montre votre film, et c'est en ce sens-là qu'il est précisément génial, c'est que vous nous rapprochez de l'unité. 6 millions de morts à l'heure où, aujourd'hui, on gagne 171 millions à l'euro million, ça ne veut plus rien dire. Mais quand on rencontre un destin, une femme qui parle, on se rapproche de ce que c'est que l'unité d'un être. Et c'est cette unité qui vient parler à chacun de nous. Autrement dit, s'il fallait aujourd'hui, dans les écoles, comme on le fait d'ailleurs, envoyer des gamins à Auschwitz, il faudrait les rendre capables soit d'observer l'absence, d'observer le vide, d'observer précisément tout ce qui n'est plus à Auschwitz, tout ce qui ne fait plus horreur, et de l'autre côté, et ça devrait être le travail des enseignants, nous apprendre à regarder le détail. Parce qu'il n'y a rien d'autre qu'un détail qui nous apprend la totalité des choses. Et dans vos films, il y a des regards, il y a des silences, il y a des évidences, il y a des larmes au bord des yeux qui font que ces détails, précisément, là où Hitler, vous voyez, Jean-Marie Le Pen dit c'était un détail de l'histoire, mais c'est un imbécile, parce qu'il suffit d'avoir regardé n'importe quel film avec une enquête pour se rendre compte qu'un policier il cherche un détail, et qu'un détail, c'est une preuve. Donc il faut nous apprendre à fixer dans les yeux le détail. Et c'est ce détail-là qui nous parlera de la totalité, et revenir à l'unité pour comprendre ce que c'est 6 millions. Et votre film y arrive de manière tout à fait remarquable. Donc vous voyez, c'est pas une question, je suis désolé Marek, mais c'était pour vous dire que c'était sublime. Tu veux dire quelque chose, Oui, on va le forcer mon à ami quelque chose. l'imam? Oui, on a quand même la chance de voir parmi nous notre ami Hassan Chalgoumi, qui est le président des imams de France, qui est un homme très courageux. Et je voudrais que tu viennes tout simplement pour te poser une question, la question la plus simple du monde, qui est que ce soir, c'est la deuxième fois que tu vois ce film. Tu l'avais déjà vu à Paris lorsqu'il avait été projeté à Publicis. Alors, j'ai envie de dire que toi, de là d'où tu viens, comment tu ressens ce film? J'ai déjeuné tout à l'heure à la synagogue de Bordeaux avec un ami, le rabbin de Bordeaux. Il est marqué, tout était à cette période sombre, c'était une prison. Et toutes les personnes qui étaient prisonnières sont parties à ma ville, à Drancy. J'ai dit incroyable, ma ville elle est liée à son histoire sombre, plein de villes. L'imam de Drancy. La ville de Drancy. Et ça fait triste de le dire. En voyant le film de mon frère et mon ami Marek, c'est pas seulement le passé, on voit le présent aussi, l'actualité.
Hier, on était ensemble pour dénoncer ce crime horrible. Une petite fille de 12 ans, je suis un père de 3 filles, moi, et de commettre un acte, violer, torturer, frapper, insulter. Pourquoi? Parce qu'elle était juive. Aujourd'hui, le monde, malheureusement, Marek, depuis le 7 octobre, tu l'as dit, le monde échange. C'est triste de le dire. Le monde, quand même, a besoin des justes, comme dans ce film. Des gens courageux, parce que c'est la majorité silencieuse. Hier, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de non-juifs. Il y avait très peu, très peu. Si on n'a pas la conscience que la situation elle est grave, les extrêmes y montent, de tous bords, religieux, politiques aussi. C'est mauvais pour nous. C'est la vérité, c'est mauvais pour nous. Et j'espère que le film il traduit ces hommes et ces femmes justes qui peuvent se réveiller pour avoir la conscience de la gravité des choses. Et seulement juste sur les réseaux sociaux, par exemple, il faut réagir. On ne peut pas laisser des propos antisémites. On ne peut pas banaliser les choses. Une fillette touchée, c'est la nation qui est touchée. Tout le monde, nous sommes concernés. Et si on a la conscience de se réveiller, de réagir, je pense qu'on peut sauver deux mondes. J'étais avec des jeunes, je leur ai amené à Auschwitz, Yom Shoah. Mais on a passé par l'Allemagne. Il y a 1 mois et demi, on a passé par l'Allemagne pour comprendre le mécanisme, comment l'être humain il peut faire à son frère comme ça. Comment l'homme, il perd toutes ses valeurs. Et c'était un moment incroyable, fort, pour les jeunes, pour éviter un monde, malheureusement, comme cette période sombre, et devenir des vrais justes. Voilà, on arrive au terme de cette soirée. Je voudrais vous demander de remercier très très fort 2 hommes de grand courage, Hassan Chalgoubi et Marek Alter. Et vous rappeler que vous pourrez les retrouver pour dialoguer avec eux. Ils se feront un plaisir de signer leurs livres. Marek sera avec nous samedi matin. Donc profitez-en. Et Hassan Chalgoubi sera également avec nous. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cette soirée intense en émotion et de vous donner donc rendez-vous samedi 10h au Parc des Milandes. Bonne soirée.